Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre donc avec une troisième séance de ce cours Signe, son image, une séance que j'ai intitulée Sémiotique, concept et application en sociologie. Alors jusqu'ici dans le cours, nous avons parlé à différentes reprises de signes, de symboles, de symptômes, d'indices, enfin tout un vocabulaire qui tourne autour des signes, mais nous l'avons fait d'une façon relativement peu spécifique. Et donc c'est l'objet de ce cours-ci que d'être plus précis et spécifique sur l'usage de ces termes sémiotiques, c'est-à-dire l'usage de ces termes liés aux signes, et de développer un vocabulaire relativement précis sur la question que vous pourrez ensuite mettre au travail dans vos analyses. Alors pour ce faire, nous allons avoir recours à deux auteurs et au système théorique de deux auteurs. D'un côté, Karl Bühler, qui est un psychologue et un linguiste autrichien qui a travaillé dans les années 1920-1930, qui a notamment écrit un livre qui, à la traduction française, s'intitule La théorie du langage, et qui va développer une théorie du signe langagier. Donc c'est bien quelqu'un qui travaille sur le langage et sur le discours, mais qui va traiter le langage de manière sémiotique, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser au langage en tant que signe, en insistant aussi sur la dimension de la réception du langage et de l'interprétation par l'auditeur. Une conception sémiotique du langage, c'est une conception qui va accentuer le pôle de la réception et de l'interprétation, qui va proposer de dire que finalement tout énoncé représente un ensemble de signes qui peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre, et que le travail du récepteur ou de l'auditeur est tout aussi important dans le processus de signification que le travail de l'émetteur-locuteur. Alors, à côté de cette sémiotique du langage chez Bühler, nous allons nous pencher sur la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Alors, Peirce, P-E-I-R-C-E, hein, parfois on dit Pierce, mais il semble que la prononciation correcte de son nom de famille c'est Peirce, le pionnier de la sémiotique aux États-Unis. C'est aussi un philosophe et un logicien qu'on associe au pragmatisme. Et on va voir justement qu'en fait, que ce soit chez Bühler ou chez Peirce, cet intérêt pour les signes et le fait que l'un et l'autre aient développé une théorie du signe s'articule en fait à des préoccupations pragmatiques, c'est-à-dire des préoccupations relatives à l'action. En fait, si il se penche sur le fonctionnement des signes, c'est pour comprendre comment ces signes agissent, comment est-ce qu'ils sont suivis d'effets, de conséquences, comment est-ce qu'ils performent chez l'un comme chez l'autre, chez Bühler comme chez Peirce. Un intérêt commun, ce serait de se demander how to do things with signs, comment faire des choses avec des signes. Une formule que l'on associe au titre du livre de John Austin, How to do things with words, et on va le voir dans un instant, la pragmatique du langage a vraiment éclairci finalement cette question de la performativité du langage, la façon dont le langage peut créer de la réalité sociale en agissant sur les autres et sur le monde, mais la formule la plus correcte, ça pourrait être finalement How to do things with signs, comment produire des effets et faire des choses avec des signes. Donc avant de se pencher sur cette dimension pragmatique et performative de la signification chez Bühler et chez Peirce, on va dire un mot de la façon dont cette question de la performativité a été abordée par les philosophes du langage à travers ce qu'on a appelé la théorie des actes de langage ou la théorie des actes de discours, Speech Act Theory en anglais. Alors dans justement How to do things with words, hein, traduit par Quand dire c'est faire, Austin s'en prend à une illusion descriptive dans les études du langage, comme il l'appelle, une illusion selon laquelle le langage servirait essentiellement à connaître le monde ou à le représenter. Pour lui, c'est loin d'être le cas, le langage sert aussi à agir sur le monde, à transformer le monde, même de manière assez partielle et située. Hein, lorsque l'on pose une question, lorsqu'on donne un ordre, lorsqu'on s'exclame à travers le langage, eh bien on fait bien autre chose que dénoter le monde ou le représenter. On ne s'intéresse pas ici à décrire la réalité, mais plutôt à la modifier. Hein, quand je dis je t'ordonne de te taire, je te promets que je viendrai demain ou je te baptise, ce sont trois exemples d'énoncés performatifs, hein, que l'on va distinguer justement des énoncés qu'on appellera constatifs et qui font eux que décrire des états de choses dans le monde. À travers des énoncés performatifs, on vise à changer des états de choses. Je te baptise, je
créer une réalité, le statut nouveau du baptisé. Lorsque je dis je t'ordonne de te taire, eh bien j'essaye d'agir et de réguler le comportement de l'autre. Lorsque je dis je te promets que je viendrai demain, par le fait d'énoncer ces mots, je prends un engagement. Donc ce sont différents types d'actes de langage dont il est possible finalement de dresser une sorte de typologie, et c'est ce que va essayer de faire John Searle en 1969 dans un ouvrage qui s'appelle Speech Acts. John Searle va distinguer des actes assertifs, des actes directifs, des actes promissifs, des actes expressifs et des actes déclaratifs. Ces différents types d'actes de langage vont se différencier notamment quant à leur but, c'est-à-dire quant à ce qu'ils visent à accomplir. Les actes assertifs engage la responsabilité du locuteur sur l'existence d'un état de choses ou la vérité d'une proposition. Lorsque je soutiens que, j'affirme que, je jure que, ou j'essaye de prouver que quelque chose, eh bien, j'engage un acte assertif. Les actes directifs visent à faire quelque chose à l'auditeur. Lorsque je demande, j'ordonne, je commande, je supplie, je prie, j'invite, j'avertis, je conseille, etc., eh bien, je réalise une série d'actes directifs, c'est-à-dire que j'essaye de diriger le comportement d'autrui par mes actes de langage. Troisièmement, avec les actes promissifs, l'acte de langage oblige le locuteur à adopter une certaine conduite. Le fait de promettre, de s'engager à, de garantir que, de convenir que, ce sont autant d'actes de langage qui m'obligent en tant que locuteur à adopter une certaine conduite. Quatrièmement, les actes expressifs qui, de manière assez nette ici, visent à exprimer l'état psychologique spécifique associé à l'acte de langage. Hein, le fait de souhaiter la bienvenue, de remercier quelqu'un, de féliciter quelqu'un, de s'excuser, de déplorer quelque chose, de présenter ses condoléances, etc. Ce sont des actes de langage expressifs. Hein, le but est bien ici de manifester un état psychologique particulier. Enfin, les actes déclaratifs visent à créer un état de choses par l'usage même du langage. J'en ai déjà dit tout à l'heure, mais donc je vous déclare mari et femme, je te baptise, vous êtes viré, la séance est levée, sont autant d'actes déclaratifs par lesquels je crée un état de choses qui n'existait pas jusque-là par l'usage du langage. Je vous déclare mari et femme, la déclaration en elle-même crée l'état de choses du mariage. Si les objectifs de ces différents actes de langage vont différer selon les types, les moyens qui vont être rassemblés dans chacun de ces types d'actes de langage vont être aussi différents. Chaque type d'acte de langage va demander au locuteur de rassembler des conditions de succès différentes, ce qu'Austin appelle des conditions de félicité. Et pour cela, il va falloir suivre certaines règles. John Searle nous rappelle que parler une langue, c'est s'engager dans un comportement gouverné par des règles d'un type très complexe. Donc, ce comportement gouverné par des règles qu'est le langage et que sont les actes de langage, ils vont nous demander à tout moment de respecter toute une série de règles qui vont permettre, si elles sont suivies et si elles sont respectées, à nos actes de langage de performer, d'être suivis des effets et des conséquences que l'on cherche. Puisqu'évidemment, des actes de langage vont pouvoir aussi créer toute une série d'effets et de conséquences qui ne sont pas visés par l'acte de langage, qui ne sont pas recherchés. Par exemple, si je m'engage dans un acte directif du type faire une demande, ordonner quelque chose, eh bien, ce que je vise dans mon acte de langage, c'est d'obtenir ce que je veux, c'est de pouvoir influer sur le comportement d'autrui, par ma demande ou par mon ordre. Or, il se peut très bien que la conséquence principale de mon acte de langage soit de provoquer chez l'autre l'impression que je suis quelqu'un d'autoritaire ou que je me permets de faire toute une série de demandes et d'ordres. D'accord? Donc là, évidemment, ce sont des conséquences et des effets qui ne sont pas ceux que je vise dans mon acte. On peut comprendre que ce soit un effet dérivé ou secondaire, mais ce n'est pas l'effet qui est directement visé par la demande ou par l'ordre. Donc on va avoir évidemment des distinctions entre les types d'effets visés, les types d'effets qui sont involontaires. Mais donc les conditions de félicité, comme les appelle Austin, concernent justement ces conditions qu'on doit rassembler pour accomplir le but visé par l'acte de langage. Alors pour saisir l'étendue de ces règles et l'étendue de ces conditions de félicité qui doivent être suivies dans la production d'actes de langage, si on souhaite que ces actes de langage performent dans le sens visé, Austin va s'intéresser à toutes les façons possibles et imaginables pour les actes de langage de ne pas agir dans le sens voulu, d'être malheureux, comme on dit. Des mots malheureux ou des paroles malheureuses, ce sont
des mots ou des paroles qui ont été maladroitement engagés ou exprimés, énoncés, qui ne parviennent pas à créer les effets qui sont poursuivis par le locuteur. Hein, lorsqu'on dit que quelqu'un a eu des mots malheureux, on implique le fait qu'il visait à accomplir quelque chose à travers une intervention, par exemple une intervention dans un débat télévisé, et finalement, ces mots n'ont pas fonctionné comme il l'entendait, et au contraire ont pu par exemple offenser, choquer, etc. Et donc on parlera euh, d'un acte de langage malheureux comme d'un acte de langage qui échoue à produire les effets visés et qui, par ailleurs, produit une série d'effets involontaires ou qui n'étaient pas visés. Acte de langage malheureux en français, infelicitus en anglais, dira Austin, c'est donc la question, la doctrine des infélicités, des actes de langage malheureux qui va être présentée par Austin comme toutes ces façons possibles et imaginables de foirer un acte de langage. Alors c'est assez passionnant que cette doctrine des infélicités, Austin présente un tableau assez complet que je vous reproduis ici de ces différents types d'infélicités. Alors malheureusement on ne peut pas entrer dans le détail de ce tableau, je vous renverrai vers des travaux qui présentent une série de ces infélicités de manière plus complète. Ici on va surtout s'intéresser à la partie de droite, celle qui présente les infélicités relatives à ce qu'Austin appelle des abus d'actes de langage. Lorsqu'un locuteur commet un abus, son acte de langage est, nous dit Austin, un acte creux, un acte purement verbal. C'est le cas notamment lorsque l'acte de langage est insincère. Si l'on reprend la typologie de Searle que je viens de présenter, les différents types d'actes de langage engagent une certaine condition de sincérité. Donc, parmi les conditions de félicité, parmi les conditions qui vont faire qu'un acte de langage va être heureux, ou en tout cas ne va pas être malheureux, eh bien, on compte ce qu'on va pouvoir appeler des conditions de sincérité. Il y a bien d'autres choses que de la sincérité qui doivent être présent dans l'acte de langage que l'on tente, mais parmi ces différentes conditions qu'on doit se rassembler, il y a une condition de sincérité. Alors de manière évidente, les actes expressifs, hein, je vous ai fait la typologie des actes de langage selon Searle, les actes expressifs demandent que les états psychologiques associés à l'acte soient réels et sincères. Par exemple, lorsque vous souhaitez la bienvenue à quelqu'un, ça fonctionne mieux si vous êtes souriant, chaleureux et si vous accompagnez votre discours de gestes accueillants, par exemple en offrant une chaise à quelqu'un qui arrive dans la pièce. Ça marche mieux si l'on suit ces formalités expressives-là que si vous le dites froidement sans regarder la personne dans les yeux. Hein, l'effet de bienvenue que vous souhaitez à l'autre est contredit en quelque sorte par vos faits et gestes expressifs sur la question. Si vous ne regardez pas la personne, si vous le dites froidement, vous ne réalisez pas l'acte expressif de bienvenue de la manière qui convient. Vous le faites en transgressant des conditions de sincérité. Vous montrez que vous n'êtes pas extrêmement chaud de voir l'autre arriver. De même, si vous vous excusez, mieux vaut apparaître réellement désolé. Si vous présentez vos condoléances, mieux vaut apparaître réellement attristé, etc. Hein. Tous ces actes expressifs demandent un certain type de, de sincérité et un certain type d'expressivité. Mais au-delà des actes expressifs, et c'est là que ça devient important et intéressant par rapport à notre intérêt pour les signes, mais au-delà des actes expressifs, les autres types d'actes de langage vont également supposer que soit respectée une condition de sincérité particulière. Par exemple, un acte assertif suppose que je crois réellement en ce que je dis, en ce que j'asserte, et que je montre une certaine confiance en moi quand je le fais. Hein, lorsque j'asserte quelque chose, ben, je dois me montrer suffisamment assertif que pour que mon acte fonctionne comme tel. C'est le cas pour un expert qui s'exprime sur la description ou le constat d'un certain état de choses dans le monde, un état de choses dont il est supposé être l'expert, et donc il doit montrer justement suffisamment d'assertivité et de confiance que pour que sa prise de parole fonctionne. Mais c'est le cas de toute une série d'actes de langage très différents dans lesquels on va asserter des réalités et qui vont supposer justement à la fois confiance et croyance en soi et en ce qu'on dit. Hein, on va prendre un exemple très différent de celui de l'expertise ou de la prise de parole d'un expert euh, avec justement les actes de langage qui sont produits par des rappeurs dans le cadre par exemple d'un battle de rap. Hein, vous savez,
ces joutes entre rappeurs qui s'envoient des punchlines. Punchline qui est justement une modalité de cet acte de langage assertif, et bien dans les battles de rap, les différents concurrents s'envoient des punchlines à la figure l'un l'autre, qui sont généralement eh bien, des constats ou des assertions visant l'autre, des insultes la plupart du temps sur l'autre, sur sa maman, que sais-je. Et donc, produire ces punchlines, c'est évidemment aussi montrer une assertivité, montrer une expressivité euh, qui convient, hein, et qui représente cette condition de sincérité très particulière qui va être celle de l'acte de langage du type punchline en battle de rap. Alors je vous ai mis en image ce que pouvait donner une expressivité convenable et appropriée pour une punchline dans un battle de rap. Donc vous voyez le concurrent de droite qui se trouve être le rappeur Nekfeu lorsqu'il était assez jeune là, sur ces images-là. Eh bien vous voyez bien la tenue, l'expressivité du visage, l'assurance du rappeur en ce qu'il dit, l'assurance euh, du concurrent dans sa supériorité sur l'autre et dans sa capacité à enfoncer l'autre à travers toute une série d'insultes et de punchlines qui portent fort, tandis que l'autre est déjà, comment dire, en train de baisser le regard, de baisser la tête, de se montrer beaucoup trop timoré, timide et peu confiant que pour que ces punchlines touchent leur but et parviennent à ébranler son adversaire. Donc on voit ici comment d'un côté on va avoir un acte de langage heureux, dans le sens et selon les règles posées par le battle de rap, qui va être appuyé par cette expressivité forte et confiante, et de l'autre côté, des actes de langage malheureux, c'est-à-dire une tentative de produire une série de punchlines, mais qui vont échouer notamment par manque d'expressivité, manque d'assurance de la part du locuteur. Alors, un autre type d'acte de langage qui va supposer une expressivité spécifique, ça va être l'acte de langage directif. Un acte, par exemple, qui communique une demande ou un ordre, va lui aussi supposer une condition de sincérité particulière et qui se trouve être la volonté du locuteur d'obtenir ce qu'il demande ou ce qu'il ordonne. On peut imaginer, par exemple, dans le cadre d'un bizutage de baptême, qu'un comitard vous ordonne quelque chose de complètement farfelu ou de complètement extrême, je ne veux pas donner d'exemple ici, et que vous puissiez vous poser la question de la sincérité de sa demande, de son ordre. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il me demande vraiment? Est-ce qu'il a vraiment la volonté que je réalise cet acte? D'accord? Donc dans toute une série de situations, on va pouvoir mettre en doute la volonté sincère du locuteur, la volonté sincère qu'il y a derrière sa demande ou son ordre. C'est le cas pour un acte directif, ça peut aussi être le cas pour un acte déclaratif. Par exemple, lorsque je déclare vous êtes viré, eh bien, dans un certain contexte, la condition de sincérité, c'est-à-dire ma volonté de vraiment vous voir mis à la porte, va être bien réelle. Et dans d'autres cas, il s'agira d'une blague, hein. On peut imaginer une blague plus ou moins bonne d'ailleurs qu'un supérieur fait à son subalterne lorsqu'ils vont boire un verre ensemble. Le subalterne dit quelque chose de travers et son supérieur lui dit t'es viré, en tant évidemment que blague. Et dans ce cas-là, évidemment, l'acte déclaratif ne fonctionnera pas comme tel. On peut aussi imaginer les conditions de sincérité qui se cachent derrière un acte promissif. Hein, ça me semble assez évident dans le cas d'une promesse. Il faut qu'une certaine condition de sincérité soit remplie, et cette condition, c'est bien sûr celle de l'intention du locuteur de réaliser ce qu'il s'est engagé à faire ou ce qu'il a promis de faire. Hein, évidemment, une promesse qui ne montrerait pas cette intention, eh bien, serait aussi une promesse malheureuse, une promesse qui n'agirait pas comme telle. Concrètement, dans des situations de parole réelles, comment identifie-t-on la sincérité ou l'insincérité d'un acte de langage, sinon grâce à une série de signes expressifs saisis en situation, qui se montrent soit congruents avec l'acte professé et avec la situation, ou qui sont soit incongrus par rapport à ce que l'acte suppose. Hein, on va pouvoir
s'appuyer non seulement sur ce que la personne dit et sur ce qu'elle prétend faire à travers le fait de dire, mais aussi sur toute une série de signes, en particulier des signes euh, liés aux expressions faciales, à la prosodie, c'est-à-dire aux modulations de la parole, aux tonalités, aux inflexions, aux intonations, aux accentuations. Toute une série de signes liés au visage, à la parole, pourquoi pas aussi à la posture, au maintien du corps. Tous ces signes-là vont se montrer soit congruents avec l'acte de langage, c'est-à-dire qu'ils vont venir compléter la forme de l'acte de langage qui est tenté par la personne, ou au contraire, ils vont se présenter comme incongrus par rapport à l'acte de langage visé ou affiché, et par là même vont pouvoir le faire échouer dans sa performativité propre, toujours, c'est-à-dire par rapport aux effets qui sont réellement visés par l'acte de langage. Ils vont pouvoir créer d'autres effets que les effets visés, par exemple des effets de ridicule ou des effets humoristiques, mais aussi des effets de bizarrerie, voire des effets de grande inquiétude par rapport à ce qu'on voit. Alors, je vous ai placé ici trois exemples que l'on peut parcourir rapidement, dans lesquels les actes de langage dont il s'agit ne sont pas accompagnés par les signes expressifs qui conviennent et au contraire donnent lieu à une expressivité tout à fait incongrue qui fait échouer l'acte de langage et qui produit une signification étrange par rapport à la situation. Alors on a notamment ici la première image qui nous montre un individu qui s'appelle Martin Shkreli, qui a été appelé à plusieurs reprises l'homme le plus haï des États-Unis. Alors pourquoi est-ce que c'est l'homme le plus haï des États-Unis? Eh bien parce qu'il s'agit d'un acteur du business pharmaceutique américain qui, en tant que CEO d'une compagnie pharmaceutique, avait du jour au lendemain multiplié par 60 le prix d'achat d'un médicament pour des pathologies assez graves. Et donc on peut imaginer évidemment que du jour au lendemain, on avait des personnes qui ne pouvaient tout d'un coup plus du tout se payer ce médicament. Et donc devant cette situation-là, Martin Shkreli a été non seulement condamné sur le plan moral par la population américaine, mais aussi poursuivi en justice. Un personnage très cynique sur le plan de son business, mais aussi sur le plan expressif. Notamment ici, à l'image, on le voit jurer devant le Congrès américain qu'il va bien dire toute la vérité et rien que la vérité dans ses témoignages. D'un côté, on a bien l'acte de langage conventionnel du fait de jurer solennellement quelque chose devant ici le Congrès, mais en même temps, on a l'expression faciale, en l'occurrence un rictus cynique ou sarcastique qui vient, comment dire, contredire expressivement ce que l'acte de langage solennel suppose. Deuxième image qui fait froid dans le dos, hein, c'est évidemment Abdelhamid Abaoud, donc ce sinistre personnage qui était vraisemblablement l'un des cerveaux, entre guillemets, des attentats de Paris de novembre 2015. Et donc vous avez peut-être vu cette sordide vidéo où Abaoud est filmé au volant d'un pick-up en Syrie, un véhicule qui tracte d'ailleurs les cadavres de ses victimes, et où il se présente à travers une série d'actes de langage qui ont une dimension, une connotation religieuse, ou qui visent à le faire apparaître comme un soldat d'Allah et un fidèle croyant, et en même temps, expressivement, on a une sorte de ricanement puéril et sadique qui vient évidemment, à mes yeux, nier complètement cette pureté affichée par son supposé intégrisme religieux. Donc la troisième image nous montre l'ancien président de la Confédération helvétique lors d'une allocution qu'il fait lors de la journée de la maladie. Il fait une allocution où il s'adresse aux personnes malades et de manière complètement loufoque, il va introduire dans son allocution la question du rire et du fait qu'il est bon pour les gens très malades de rire, et que rire c'est bon pour la santé, et que d'ailleurs il est tout à fait salutaire d'envoyer des clowns dans les hôpitaux pour faire rire les petits malades, etc. Alors on peut se demander ici quel est le problème. En fait, il faut que vous voyez la vidéo,
parce que c'est à la fois un peu sinistre et puis assez désopilant aussi. On voit ici ce monsieur extrêmement sérieux, très sévère, qui va vous parler du rire. Alors, il va parler du rire déjà dans le contexte de la maladie, ce qui pourrait paraître un petit peu déplacé, mais non seulement il y a ce caractère inapproprié, si on veut, ou déplacé de parler ou de demander à des gens très malades de rire aux éclats, mais en plus il le fait avec une expressivité quasi sinistre qui n'apporte absolument rien de drôle dans tout ça et qui vient complètement nier, si vous voulez, la dimension vaguement humoristique qu'il avait essayé d'introduire. Donc ça donne lieu à quelque chose de complètement bizarre et de relativement désopilant, mais aux dépens de cet individu, évidemment. La question de l'insincérité, sous ses différentes formes, selon le type d'acte de langage engagé, n'est que l'une des formes de l'infélicité qu'Austin appelle abus. L'autre forme d'abus, on le voit dans le tableau, est la question du non-accomplissement de l'acte de langage. Hein, je peux bien avoir l'air sincère, ou même être authentiquement sincère lorsque je vous fais la promesse de vous rendre les 1 000 € que vous m'avez prêtés. Il se peut que je traîne trop à le faire, ou que je ne le fasse jamais, par oubli, par procrastination, ou parce que ce n'est pas pour moi la priorité, parce que tout simplement je n'ai pas l'argent, éventuellement. Dans ce cas-là, l'infélicité de l'acte tient à son non-accomplissement pratique, qui n'est connu des acteurs concernés que dans la mesure où ceux-ci ont suivi les conséquences pratiques de l'acte de langage et les signes matériels de son accomplissement ou de son non-accomplissement. Hein, la personne n'a pas vu revenir les 1 000 € pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, un an, et donc peut conclure au non-accomplissement de ma promesse. Ma promesse est annulée en tant qu'acte de langage. Ma promesse était un acte creux, comme dit Austin. Donc ici, on voit une distinction entre la sincérité et le non-accomplissement. Je pouvais, de manière très sincère, vous promettre de vous rendre vos 1 000 €, et puis entre-temps, je ne sais pas, il s'est passé des choses en ma défaveur, ou bien j'ai oublié, je n'avais plus un rond, que sais-je, je n'ai tout simplement pas pu accomplir mon acte, et donc j'ai rendu celui-ci aussi creux qu'il l'aurait été si j'avais été insincère. L'infélicité de type abus se détermine donc à l'interface entre d'un côté l'insincérité et de l'autre côté le non-accomplissement, et par la façon donc dont les signes matériels de non-accomplissement vont nous amener à relire et à réinterpréter les signes expressifs à partir desquels on avait évalué la sincérité du locuteur. On peut donner pour exemple l'allocution que fait le président Bill Clinton pour jurer aux Américains qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec sa stagiaire Monica Lewinsky. Eh bien, si vous pouviez croire Bill Clinton sur le moment, si vous pouviez penser que son acte de promesse ou du fait qu'il jurait ne pas avoir eu ces relations sexuelles remplissait des conditions de sincérité et qu'il croyait réellement en ce qu'il disait, eh bien, vous allez relire ces signes expressifs tout autrement lorsque vous saurez, comme tout le monde, que toute une série de signes matériels ont prouvé qu'il y avait bien eu de telles relations sexuelles. Et donc, le non-accomplissement de cet acte assertif par lequel il a juré ou promis quelque chose, nous font relire finalement cet acte de langage comme un acte de langage malheureux qui ne rencontrait pas finalement la condition de sincérité nécessaire. Alors évidemment, les personnes dont les abus d'actes de langage sont connus des autres, soit par expérience directe, soit par réputation, soit par apparence et par le fait de montrer une série de signes ou de stigmates qui vont être associés justement à ces abus d'actes de langage, et bien toutes ces personnes vont pouvoir être discréditées. Hein, lorsque vous faites des promesses que vous ne tenez pas, lorsque vous jurez des choses dans lesquelles vous ne croyez pas ou qui ne sont pas vraies, et bien à force, vous allez pouvoir être grillé, comme on dit, vous allez pouvoir être empêché dans la possibilité de créer l'adhésion à vos actes de langage. Hein, et cette possibilité de vous engager de manière heureuse dans des actes de langage, on va vous en priver, soit par expérience directe, hein, si vous avez, je sais pas moi, un ami qui abuse constamment des actes de langage, ben vous allez pouvoir ne plus le croire, ou ne plus le prendre au sérieux, etc. Mais ça va pouvoir aussi être le cas par réputation, hein, vous allez pouvoir avoir une mauvaise réputation auprès d'autres personnes, et donc toute une série d'individus ne vont pas adhérer à vos actes de langage, quand bien même ils n'ont pas eu une expérience directe avec vous
qui a été négative sur la question. Ça va pouvoir aussi être le cas lorsque vous montrez une série de stigmates qui vont être associés à des abus et qui vont être associés au discrédit. Et là, on rejoint évidemment les stigmates chez Goffman. On peut imaginer qu'une personne présente des stigmates physiques qui nous font inférer des comportements alcooliques ou toxicomanes chez la personne. La personne qui engage une promesse montre une certaine sincérité, montre son intention de se conformer à sa promesse. Hein, on peut imaginer que la personne réellement, expressivement, se montre sincère dans sa promesse, mais qu'à côté de cette expression sincère qu'elle donne, elle exsude un signe qui va nous faire mettre en doute cette promesse. C'est la différence qu'établit Goffman entre des expressions given et given off. Ici, l'expression given, l'expression qu'on donne, c'est une expression sincère. Je te promets, je vais réellement le faire. Et puis l'expression qui est given off, c'est justement, par exemple, cette odeur d'alcool que l'on dégage et qui va pouvoir, pourquoi pas, faire que l'interprète ou l'auditeur va mettre en doute notre intention de réellement promettre, ou en tout cas notre capacité à accomplir cette promesse in fine. On peut sans doute parler de conditions de fiabilité comme d'un ensemble de conditions d'un niveau supérieur et plus général, dont les conditions de sincérité seraient l'une des dimensions. Si les conditions de sincérité se présentent à travers des signes expressifs, les conditions de fiabilité se déterminent à travers des signes expressifs, à la fois given et given off, et en même temps à travers des traces matérielles d'accomplissement. Fondamentalement, ce qui me semble très important dans tout ça, c'est que la production de signes est ici coordonnée à la production d'actes de langage, dans la mesure où les signes, ici les signes expressifs et les signes matériels, interviennent de manière cruciale dans nos capacités à évaluer, à valider ou à invalider des actes de langage. L'expressivité est une dimension fondamentale des actes de langage, et de tous les actes de langage. Il y aurait quelque chose de trompeur à penser qu'à côté des actes de langage expressifs, comme les appelle Searle, les autres types d'actes de langage ne seraient pas chargés d'une certaine expressivité, d'une façon qui en conditionnerait le succès. Nous l'avons vu, tous les actes de langage, de quelque type qu'ils soient, assertifs, déclaratifs, directifs, expressifs évidemment, sont soutenus ou non par des signes congruents qui les complètent et avec lesquels ils composent ou non la forme promesse, la forme déclaration, la forme ordre, etc. Cet élargissement du propos des actes de langage aux actes sémiotiques et l'importance de considérer l'expressivité comme une dimension toujours présente à l'arrière-plan des usages compétents du langage sont précisément des éclairages qu'apporte l'œuvre de Karl Bühler, dont on va dire un mot à présent. Pour le psychologue et linguiste autrichien Karl Bühler, né en 1879 et mort en 1963, le langage, en tant que système de signes, représente un instrument de guidage qui nous permet de nous guider nous-mêmes et d'orienter les autres dans les situations où nous nous trouvons engagés. Donc c'est une profusion de signes qui sont émis et reçus et à partir desquels nous parvenons pratiquement à nous orienter et à indiquer aux autres une marche à suivre. D'ailleurs, Bühler va mobiliser régulièrement la métaphore de la signalisation routière, de ces signaux, de cette signalétique, de ces sémaphores qui organisent finalement le trafic et les interactions sur la route. Eh bien, c'est une métaphore qu'il utilise de temps en temps pour nous parler du langage comme instrument de guidage, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est un instrument qui va nous permettre à la fois à nous-mêmes et aux autres de nous y retrouver dans les interactions. Je cite Perrine Martelot, qui est une experte de Bühler. Le langage est un système de signes dont un locuteur se sert afin d'agir dans le monde ou d'interagir avec un récepteur. La dimension de l'outil est donc immédiatement active, et elle implique l'inscription dans une situation de communication. Je saisis un outil pour faire quelque chose, ici pour établir une liaison. Bühler conçoit donc le langage avant tout comme un instrument, permettant d'interagir avec les autres ou d'agir sur les autres par la médiation de signes. Un moyen pour un émetteur d'entrer en relation avec un récepteur via les signes et leur capacité à représenter des objets et des états de choses. Cette relation établie entre un locuteur et son interlocuteur a plusieurs dimensions, et le langage plusieurs fonctions. Pour Bühler, communiquer, c'est en effet faire trois choses. Représenter des objets et états de choses du monde, mais également
exprimer son état, ses intentions, et appeler chez l'autre une certaine attitude, une certaine réaction. 3 choses. Alors on retrouve ces 3 pôles dans le schéma que je vous mets ici, où donc on a bien à gauche un sender, un émetteur, qui rentre en relation avec un empfänger, un récepteur, au sujet de certains objets et états de choses, hein, en allemand Gegenstände und Sachverhalte, et on le fait à travers l'usage de signes, et le signe est symbolisé par le Z ici dans le schéma Zeichel, qui veut dire signe. Donc vous voyez, vous avez ces 3 pôles de l'émetteur, du récepteur, des objets et états de choses, et les signes Zeichel vont tantôt référer aux objets et états de choses du monde, vont représenter, c'est ce que Bühler appelle la représentation, la Darstellung, ou bien ces signes vont indiquer un certain état psychologique du locuteur, de l'émetteur, et là ce sera la dimension d'expression, Ausdruck, ou encore ces signes vont rechercher à déclencher une certaine attitude ou une certaine réaction chez l'autre, et là ce sera la dimension d'appel. Papa, Oui. est-ce que tu veux jouer avec moi à la bataille de coussins? À la bataille de quoi? De coussins. Alors, il faut savoir en outre que selon que le signe est abordé pour sa fonction cognitive, pour sa fonction expressive ou pour sa fonction appellative, on va avoir une terminologie différente. Le signe, en tant qu'il renvoie aux objets et états de choses du monde, c'est-à-dire le signe pris dans sa fonction cognitive, eh bien Bühler l'appelle symbole. Le signe entendu dans sa fonction expressive, c'est-à-dire en tant qu'il renvoie vers l'état psychologique du locuteur, Bühler va l'appeler symptôme. Enfin, le signe en tant qu'il vise à déclencher un certain comportement chez le récepteur, Bühler l'appelle signal. Cette tripartition des fonctions langagières chez Bühler va servir de référence à une théorie de la communication qui est plus connue des sociologues et qui est la théorie des prétentions à la validité de Jürgen Habermas. Pour Habermas, s'engager dans une interaction communicative, c'est entretenir certaines prétentions à la validité de ses propres énonciations et entretenir des attentes quant au fait que les interlocuteurs s'essayent eux-mêmes à des contributions valides. Ces prétentions universelles à la validité sont la vérité, la véracité, la justesse. Je cite Habermas. Lorsqu'un locuteur fait un énoncé, lorsqu'il affirme, raconte, explique, présente, prédit, discute quelque chose, il cherche avec l'auditeur un accord fondé sur la reconnaissance d'une prétention à la vérité. Lorsque le locuteur exprime dans une phrase une expérience vécue, lorsqu'il dévoile, délivre, confesse, révèle quelque chose, un accord ne peut intervenir que sur le fondement de la reconnaissance d'une prétention à la véracité. Lorsque le locuteur donne un ordre ou fait une promesse, promeut ou admoneste, un accord dépendra de la justesse que les participants auront à faire valoir pour cette action. On le remarque, ces 3 prétentions à la validité correspondent aux 3 fonctions identifiées par Bühler dans son modèle instrumental du langage, la fonction cognitive, la fonction expressive, la fonction appellative. Alors que fait Habermas dans cet extrait? Finalement, et on le voit dans le présent schéma, il reprend le modèle instrumental de Bühler avec ces 3 fonctions, la fonction de représentation, la fonction d'expression et la fonction d'appel. Et il va finalement utiliser ces 3 fonctions comme une structure à partir de laquelle se différencient nos principaux actes de langage. On a des actes de langage qui sont plutôt de l'ordre de la représentation. C'est le début de la citation, quand il dit « lorsqu'un locuteur fait un énoncé, lorsqu'il affirme, raconte, explique, etc. » Eh bien, il présente ici toute une série d'actes de langage à visée de représentation. Plus loin, il parle du fait qu'un locuteur peut exprimer dans une phrase une expérience vécue, confesser, révéler quelque chose, etc. Eh bien, là, il identifie des actes de langage d'ordre expressif. Et puis, troisièmement, lorsque le locuteur donne un ordre ou fait une promesse, promeut ou admoneste, etc., eh bien, il identifie toute une série d'actes de langage qui sont spécialisés, on va dire, dans la fonction d'appel. D'accord? Donc, en fait, Habermas utilise le modèle de Bühler
pour structurer les principaux usages que nous faisons du langage, mais aussi pour identifier des critères qualitatifs, si vous voulez, qui font que des actes de langage à visée de représentation, à visée d'expression ou à visée d'appel peuvent être reconnus comme valides, peuvent être reconnus tout court et acceptés par les interlocuteurs, ou au contraire qu'ils doivent être invalidés ou qu'ils demandent à être critiqués. Et donc ces critères qualitatifs, ces critères de validité, quels sont-ils? Eh bien, ils sont tout simplement la vérité pour les actes de langage à visée de représentation, à partir du moment où je constate des choses, où je fais un constat, je fais une assertion sur des objets, tas de choses du monde, la validité de mon acte de langage tient au fait que ce que je dis soit vrai, hein, c'est la vérité qui compte ici. Si je m'engage plutôt sur un mode expressif, si je fais connaître mes états intérieurs, etc., eh bien ce qui compte ici, ce sera la véracité, et ça renvoie grossièrement à la question de la sincérité ou de l'insincérité. Est-ce que celui qui s'engage sur un mode expressif le fait de manière sincère ou non? Et enfin, si je m'engage sur un mode qui est plutôt celui de l'appel, c'est-à-dire si je vise plutôt dans mon acte de langage à créer une réaction chez autrui et à déclencher une attitude ou une action, eh bien, le critère qualitatif ici sera celui de la justesse de mon acte de langage. Si j'essaye d'influencer autrui, si j'essaye d'agir sur son comportement, il faut que ce que je prétends faire soit juste ou puisse s'expliquer ou se justifier à partir de normes. Alors, si Habermas a bien retenu du modèle de Bühler la question de la triplicité des fonctions du langage, il n'a peut-être pas suffisamment honorer la question de leur simultanéité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la simultanéité des fonctions du langage? C'est simplement le fait que le signe langagier n'est pas seulement soit un symbole, c'est-à-dire un signe qui renvoie vers les objets et états de choses du monde, soit un symptôme, c'est-à-dire un signe qui renvoie vers les états psychologiques du locuteur, soit un signal, c'est-à-dire un signe qui vise à déclencher une réaction, une attitude chez le récepteur. Il peut être les trois en même temps, il peut être simultanément symbole, symptôme et signal. Et ça, c'est ce qui va faire, et on va insister là-dessus, la dimension sémiotique du modèle du langage de Bühler. C'est que le langage est constamment symptomatique, symbolique et signalétique. D'accord? Il est les trois en même temps et simultanément. Et il va appartenir à l'auditeur et à l'interprète d'identifier finalement ou de découper ce qui l'intéresse dans le langage et de faire prévaloir une certaine dimension du signe sur une autre. Et donc, c'est cette simultanéité des fonctions de représentation, d'expression et d'appel que l'on perd un peu dans la théorie des prétentions à la validité de Habermas, puisque finalement, celui-ci va dissocier ces différentes fonctions du langage en leur attribuant des classes d'actes de langage spécifiques, hein, puisqu'il va fixer finalement chacune de ces fonctions autour d'un type d'acte de langage, un acte de langage expressif, un acte de langage constatif ou un acte de langage régulateur. Et ce faisant, Habermas présente un regard de théoricien du langage et de la communication qui est tout à fait intéressant, mais qui est aussi assez abstrait, parce que finalement, dissocier comme ça les fonctions du langage et classer de manière bien propre et nette des usages du langage comme ressortant d'actes expressifs ou d'actes de représentation ou d'actes régulateurs, eh bien, c'est passer à côté de la réalité de la communication et le fait notamment que tout cela n'est jamais arrêté une bonne fois pour toutes. On a une simultanéité de ces différentes fonctions et finalement, les auditeurs, récepteurs vont pouvoir aller prélever dans les actes de langage qu'on leur adresse ce qui les intéresse. Par exemple, ici, je suis occupé à mener toute une série d'actes de langage dans lesquels la fonction cognitive a beaucoup d'importance. Évidemment, je vous parle des signes, je vous parle de Bühler, je vous parle du langage chez Bühler, etc. Donc il y a toute une série de références, d'objets et d'états de choses dans le monde relatifs à ces matières dont je vous parle. D'accord, je fais un usage de mon langage qui a une forte dimension cognitive.
Et vous êtes évidemment en droit d'attendre que ce que je vous dis soit le plus vrai possible, c'est-à-dire que la vérité joue ici comme un critère qualitatif ou comme une prétention à la validité assez importante. Mais il se peut très bien que moi, qui essaye de mettre en forme mes énoncés pour que la fonction cognitive joue au maximum, eh bien, je ne peux pas déterminer le fait que c'est bien la fonction qui prime pour vous. Il se pourrait tout à fait que derrière cette fonction cognitive, vous soyez beaucoup plus attentif à la fonction expressive du langage et à la façon dont ce que je dis vous renseigne sur mon état psychologique ou sur ma personne. Et dans ce cas, tous les signes que je produis et que j'imagine être des symboles ou fonctionner sur un plan symbolique, c'est-à-dire en renvoyant à des objets et des états de choses du monde, vous les recevez plutôt comme des symptômes, c'est-à-dire comme des signes qui vous renseignent sur mon état. Ou bien, il se peut qu'à travers ce cours, et malgré la distance, mon principal enjeu en tant que locuteur, ce soit de créer des signaux, c'est-à-dire des signes qui vous fassent agir d'une certaine manière, qui déclenchent chez vous certaines attitudes, comme par exemple une passion dévorante pour la sémiotique. D'accord, je peux être drivé, on va dire, par des enjeux de type appellatif. J'essaye que mon langage vous parle, appelle quelque chose en vous, déclenche quelque chose en vous. Mais vous pouvez tout simplement recevoir ce que je vous dis sur un plan purement cognitif, c'est-à-dire que ces signes langagiers ne fonctionnent pas tellement comme les signaux que je vous envoie, mais plutôt comme les simples symboles, hein, ces signes renvoyant vers certains objets et états de choses, hein, en l'occurrence ici la théorie du langage chez Buller. Il me semble quand même intéressant de garder cette question de la simultanéité des fonctions du langage et l'indétermination en fait quant à la fonction qui prime dans la communication entre ce que le locuteur met dans la mise en forme de son langage et ce qui est retenu ou prélevé par le récepteur. Il y a souvent une sorte de malentendu. Les énonciations en elles-mêmes ne produisent que des signes. Donc il y a toujours une certaine indétermination qui plane sur les processus de signification. Tout ça reste relativement opaque et relativement indéterminé. Hein, on a d'un côté un locuteur qui tente de mettre en forme des signes d'une certaine façon, donc il fait ses propres sélections, et là-dedans, on a un récepteur qui va lui-même sélectionner ou prélever ce qui l'intéresse en quelque sorte. Et c'est dans cette espèce de transaction entre les sélections d'un locuteur et les sélections d'un récepteur que s'établit la signification. C'est l'idée de pertinence abstractive. Face à une énonciation calibrée d'une certaine manière par un locuteur qui peut chercher à y faire primer une fonction sur une autre, le récepteur fait preuve d'une attention sélective et opère ses propres prélèvements. Je cite ici Buller, « Les systèmes psychologiques des partenaires de parole produisent et traitent le flatus voci, c'est-à-dire le flux oral, d'une manière toute différente de celle que présuppose l'ancienne formule simpliste. En tant que récepteurs, les systèmes psychophysiques sont des sélecteurs, et ils fonctionnent selon le principe de la pertinence abstractive. En tant qu'émetteurs, ces systèmes psychophysiques sont des stations de formatage. Tous les deux font partie de l'agencement propre à la communication par signaux. » Donc vous voyez, on retrouve cette idée qu'en fait, on a le langage qui représente un outil de guidage, une communication par signaux. D'un côté, on a un locuteur qui est une station de formatage qui essaie de mettre en forme toute une série de signes utiles et qui devraient être suivis d'une certaine façon. Et de l'autre côté, on a un récepteur qui, lui, va faire ses propres sélections et va abstraire ou prélever ce qui l'intéresse dans l'énonciation. Donc cette idée de pertinence abstractive, hein, le fait que pour un récepteur, il s'agit de retirer de l'énonciation ce qui pour lui apparaît pertinent et ce qui pourra être tantôt un signe à caractère symbolique, à caractère signalétique ou à caractère symptomatique. Un exemple de ce que pourrait être cette distinction entre les sélections du locuteur et les sélections du récepteur. Je ne sais pas si vous êtes familier du basketball américain et de la NBA, mais donc même si vous n'êtes pas spécialiste, vous avez dû entendre parler du fait qu'en janvier 2020, la légende du basket américain Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère. Et donc, au lendemain de cet accident,
les stars du basket américain, mais plus largement les stars du show business, se sont précipités pour poster toute une série de messages au sujet de Kobe Bryant sur leur site Instagram, des messages accompagnés de photographies. Et ce qui me paraît hyper évident dans la plupart de ces messages, c'est la façon dont, sous couvert de condoléances et sous couvert de tribute ou du fait d'honorer Kobe Bryant, eh bien, on voit aussi apparaître énormément la figure du locuteur, la figure de la personne qui poste le message, puisque la plupart des photographies qui sont postées ne montrent pas juste Kobe Bryant seul dans ses exploits, dans toute sa grandeur ou toute sa beauté, mais nous montrent celui qui poste le message dans sa relation à Kobe Bryant, et souvent d'une façon qui fait apparaître celui qui poste le message d'une façon très valorisée. D'accord ? Donc ici, ça me semble intéressant de montrer comment dans un acte de condoléance ou dans un acte qui vise à honorer l'autre, eh bien, la plupart de ces grandes vedettes ne peuvent pas s'empêcher finalement de faire comme si tout ça était à propos d'eux, comme si finalement la dimension expressive et la dimension d'apparition de leur personne et de leur ego devait l'emporter. Voilà, en tout cas c'est l'interprétation que je peux en faire. Alors on va retrouver ce primat de la dimension d'interprétation dans son caractère dynamique et incertain chez Charles Sanders Peirce, né en 1839, mort en 1914, qui est le réel pionnier de la sémiotique aux États-Unis. Alors, un contemporain de Peirce était le français Ferdinand de Saussure et avait lui-même créé une théorie des signes qu'il avait appelée sémiologie, qu'on ne va pas aborder dans ce cours. Une sémiologie qui, chez Saussure, était basée sur la distinction entre le signifiant et le signifié. Or, la théorie des signes de Peirce, la sémiotique de Peirce, envisage le signe comme une structure non pas binaire, signifiant ou signifié, mais comme une structure triadique, à travers la définition du signe qu'il donne. A sign is what stands for something to something. Un signe est ce qui tient lieu de quelque chose pour quelque chose. Donc on comprend bien la structure triadique du signe. Un signe est ce qui tient lieu de quelque chose pour quelque chose. Ces trois dimensions sont dans l'ordre ce qu'il va appeler le représentamen, l'objet et l'interprétant. Alors, ce qui tient lieu, le tenant lieu, c'est ce qu'il appelle le représentamen, c'est-à-dire le signe dans sa dimension matérielle. Ce qui tient lieu de quelque chose, le quelque chose, c'est l'objet du signe, ce vers quoi le signe renvoie. Et ce qui tient lieu de quelque chose pour quelque chose, ce pour quelque chose, ça va être ce que Peirce va appeler l'interprétant, et pas l'interprète. Alors ça, c'est assez intéressant et important. Un signe est ce qui tient lieu de quelque chose pour quelque chose, ne veut pas dire un signe est ce qui tient lieu de quelque chose pour quelqu'un. C'est-à-dire que l'interprétant n'est pas un interprète au sens où il s'agirait nécessairement d'un être humain. La signification, ou sémiose, comme dit Peirce, est elle-même conçue comme un processus par lequel quelque chose devient un signe et fonctionne comme tel. Un processus de prise de connaissance médiatisée, comme dira Maurice. Le signe, dans sa structure triadique, on a dit qu'il articulait un représentamen à un objet et un interprétant. Le représentamen, c'est ce qui agit matériellement et induit la prise de connaissance. Le représentamen, c'est le signe en lui-même. L'objet, c'est ce à quoi le signe renvoie, ce dont connaissance est prise. Et l'interprétant, c'est l'effet par lequel une chose agit comme le signe d'une autre. Très important ici l'idée que l'interprétant, c'est un effet. L'interprétant, ce n'est pas juste l'interprète humain, ce n'est pas juste les procédures mentales d'interprétation, ça va être l'effet que produit le signe. D'ailleurs, un interprétant, ce n'est pas nécessairement une pensée ou une procédure mentale, ça peut être une action, ou une réaction, ou une émotion. C'est ici que les choses se compliquent, puisque Peirce va en effet passer sa vie à explorer ces rapports entre représentamen, objet et interprétant, en montrant qu'il existe plusieurs types de représentamen, plusieurs types d'objets, plusieurs types d'interprétants, mais aussi plusieurs modes de renvoi du représentamen vers l'objet et plusieurs types de relations entre représentamen et interprétant. En fonction de ces nombreuses variations qui vont être déployées par triade et des combinaisons entre ces différentes variations, la sémiose va procéder selon des modes très différents. Il est utile, et selon certains assez passionnant, d'explorer la logique de ces variations.
Derrière toutes les variations possibles de la signification, il y a chez Charles Sanders Peirce la thèse que le monde nous apparaît fondamentalement de 3 manières possibles, en tant que pure qualité, en tant que relation concrète, en tant que représentation logique. Il nomme ces 3 manières fondamentales d'appréhender le monde: priméité, secondéité, tiercéité, ou en anglais firstness, secondness, thirdness. Et à partir de ces 3 catégories fondamentales, il va élaborer les différents types de représentamènes, les différents types d'objets, les différents types d'interprétants et les relations entre ces différents pôles du signe. Alors pour comprendre ces rapports entre priméité, secondéité et tiercéité, imaginons la situation de quelqu'un qui s'endort devant la télé en fumant une cigarette et qui se réveille brûlé par cette cigarette qui, en tombant de son bec, a percé son t-shirt et puis en est venu à le brûler au torse. Avec cet exemple, on va illustrer d'abord la question de la priméité, et qui est la façon dont finalement le monde peut être appréhendé en tant que qualité pure, en tant que pure sensation et que pur sentiment. Imaginez le premier moment du réveil de la personne, la façon dont il appréhende, ou il reçoit, si on veut, la réalité ou le monde à ce moment-là, ce n'est que comme une pure sensation de brûlure. Hein. Tout est brûlure, tout est brûlant, si vous voulez. On a une pure qualité brûlante qui s'impose à lui. C'est le monde comme pure qualité, tout n'est que brûlure à ce moment-là, au moment zéro du réveil. Très rapidement, suite à ça, il va se rapporter au monde sur le mode de la secondéité, c'est-à-dire que en partant de cette situation où le monde autour de lui n'est que brûlure, il va faire la distinction entre lui-même et ce qui le brûle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le brûle, ça me brûle, ça brûle, d'accord? Et donc là, on va avoir non plus un seul terme, non plus cette sensation totale de brûlure, mais une différence qui va s'installer entre le brûlant et le brûlé, on pourrait dire, entre le corps brûlant et le corps brûlé, entre ça, l'objet qu'il y a sous son t-shirt, c'est peut-être même indéterminé, si vous voulez, à ce moment-là, il est en train de chercher ce qu'il brûle, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, la situation de brûlure est représentée comme une relation concrète entre ces 2 termes. Cette appréhension du monde à travers des relations concrètes, c'est le mode de la secondéité. Assez rapidement, de nouveau, dans le processus d'interprétation qui va très vite, évidemment, lorsque vous vous réveillez brûlé, vous faites ces étapes très rapidement, mais le 3e étape, c'est le saut par lequel on n'est plus dans, comment dire, quelque chose d'encore un peu instinctif, où on se dit « ça brûle, un truc me brûle », mais où on réalise évidemment qu'il s'agit d'une cigarette. Et donc là, appréhender l'expérience sur ce mode 3e, sur celui de la tiercéité, c'est comprendre, en fait, si on veut, que la cigarette me brûle. Hein, et donc on n'est plus sur le mode de la priméité où on est dans une pure sensation de brûlure, on n'est plus dans le mode de la secondéité où on distingue un brûlant d'un brûlé, un corps brûlant d'un corps brûlé. On est dans une situation où les termes sont définis d'une certaine façon et où s'est glissée la catégorie cigarette et la représentation évidemment de la cigarette comme quelque chose qui peut me brûler et qui généralement va me brûler si je la laisse tomber dans mon t-shirt. Donc là, par rapport aux 2 catégories précédentes, la tiercéité intègre des règles générales, des lois, qui permettent d'établir la pleine intelligibilité du phénomène, ici le fait que la pointe d'une cigarette allumée brûle en général. On comprend aussi dans cet exemple comment ces 3 modes d'appréhension du réel peuvent se succéder de manière dynamique. Alors Peirce va appliquer de manière systématique, et d'ailleurs un peu maniaque, cette théorie des 3 catégories fondamentales à l'ensemble de sa sémiotique. En parlant du fait qu'il était un peu maniaque autour des triades, on parlera d'ailleurs à son sujet de triadomanie, on le verra comme un triadomaniaque qui voyait des triades partout. Cette triade fondamentale des 3 catégories va être appliquée d'abord à sa structure triadique du signe, on l'a dit tout à l'heure, représentamène, objet, interprétant. Ensuite, chacun de ces pôles va lui-même faire l'objet d'une triade. On va avoir une triade développée pour le représentamène, une triade développée pour l'objet, une triade développée pour l'interprétant. Et par-dessus le marché, les organisations des relations entre représentamène et objet et entre représentamène et interprétant seront elles-mêmes triadiques. Ici, on va surtout s'intéresser aux triades
qui qualifie les relations entre les différents termes du signe, et aux triades qui sont centrées sur l'interprétant, comme le montre ce diagramme. Vous voyez que c'est le rapport entre représentamen et objet qui va prendre 3 formes: le rapport entre représentamen et interprétant, le segment du triangle entre représentamen et interprétant qui va aussi prendre 3 formes, et enfin on présentera rapidement 2 triades de l'interprétant. La triade du signe dans son rapport à l'objet, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est simplement le fait qu'un signe peut renvoyer vers son objet de 3 manières différentes. Un signe peut tenir lieu de quelque chose selon 3 modes. Et ces 3 modes, Peirce les appelle icône, indice et symbole. Un icône est un signe qui copie, imite, simule son objet. C'est un signe qui renvoie à son objet sur le mode de la ressemblance et qui partage donc partiellement une qualité avec son objet. Alors, un mode de désignation iconique d'un objet, c'est par exemple le mime, l'imitation. Lorsque j'imite ma femme en train de parler, je renvoie à son propre comportement oral sur un mode iconique, c'est-à-dire sur celui de l'imitation, de la ressemblance, où mon propre comportement oral ou langagier est le signe d'un objet qui est son comportement oral langagier à elle. Autre exemple d'icône, c'est l'onomatopée. L'onomatopée qui est la façon pour le langage d'imiter les sons. On peut écrire par exemple dans une bande dessinée crac ou plouf pour imiter le son d'une branche qui craque justement, ou d'une pierre qui tombe dans une mare. On a ici une désignation iconique de l'objet, qui est le réel bruit naturel de la branche qui se brise et de la pierre qui tombe dans la mare. On a une désignation iconique de cet objet à partir du moment où les mots et leur prononciation ressemblent suffisamment à l'objet. Après, on comprend bien comment cette ressemblance est partielle. Le mot sniff ne partage que très partiellement des qualités avec le réel reniflement de la personne qui pleure. D'accord ? Quand je dis sniff-sniff, je comprends bien de quoi je parle et je vise un comportement qui consisterait à renifler à répétition, par exemple, quand on est triste ou qu'on pleure, mais personne, lorsqu'il pleure, ne fait vraiment sniff-sniff. Ce serait drôle, mais ça arrive rarement. Donc assez important, et c'est bien pointé par la question de l'onomatopée, en tant que signe qui copie, qui imite, qui simule, l'icône est aussi approximative dans son renvoi à l'objet. Autre exemple, un diagramme ou un schéma est une icône d'un raisonnement plus complexe qui normalement devrait être développé dans des propositions et dans le langage, mais qui ici se retrouve réduit sous une forme, sous une esquisse, en l'occurrence une simplification visuelle, un dessin, un schéma, d'accord ? Par exemple, vous pouvez imaginer des formes de relations plus ou moins complexes par lesquelles un élément A va affecter un élément B, et simplifier tout cela de manière iconique par le fait de dessiner une flèche qui part de A vers B. Voilà, donc on a des formes de simplification visuelle de cet ordre-là, ou schématique, diagrammatique. L'indice est un signe qui indique son objet, un signe qui renvoie à son objet en vertu d'une connexion réelle avec celui-ci. Premier exemple d'indice, tout simplement le doigt que l'on pointe vers un objet, l'index pointé, qui va indiquer sa référence, son objet, en vertu d'une connexion réelle avec cet objet. Si j'ai mon index qui est pointé ici vers la petite lampe de chevet que vous voyez là, eh bien, mon index ne l'indique que dans la mesure où il entretient bien une connexion réelle et une contiguïté réelle avec cet objet, ou qu'en tout cas, il est pointé vers l'objet d'une façon qui est alignée par rapport à l'objet. Si je déplace mon doigt, il n'indique plus du tout la lampe de chevet, il se peut même qu'il n'indique plus grand chose, vu que vous ne voyez pas grand chose au-dessus de moi. Ici, je pourrais montrer les photos qui sont là, évidemment. Donc, on a un signe qui est éminemment variable, puisqu'il va dépendre du contexte et il va dépendre du type de relation qu'il établit avec
des objets réels et de la contiguïté qu'on va retrouver entre le signe et sa référence, le signe et l'objet. Autre exemple d'indice, la girouette, hein, qui est l'indice du sens du vent. Hein, la girouette est réellement affectée par le sens du vent. Lorsque le vent change de sens, la girouette le suit. D'accord? Donc on a ici de nouveau une connexion réelle entre un signe et son objet, entre l'orientation de la girouette et le sens du vent. D'autres exemples d'indices, par exemple le cri, hein, le cri qu'on entend quand on est en rue, on entend quelqu'un crier, et bien évidemment on se retourne vers la situation puisqu'il semble se passer quelque chose, le cri nous indique que quelque chose d'important est en train de se passer. Hein, on a aussi un autre aspect de l'indice ici qui est son effet, comme on dit, psychodynamique, c'est-à-dire que l'indice est un signe qui nous invite à prêter attention à son objet. Un autre exemple d'indice, une trace de pas dans le sable par exemple, eh bien, nous indique que quelqu'un est passé par là, et si la trace de pas est l'indice de la situation, c'est parce que quelqu'un a bel et bien marché sur le sable à cet endroit-là. D'accord? On a une connexion réelle entre le signe et son objet, entre le signe trace de pas et l'objet pas. Hein? L'indice ici est une trace. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de considérer le fait que l'indice trace de pas a aussi un caractère iconique au sens où l'empreinte de la chaussure dans le sable ressemble et a les mêmes propriétés formelles que la semelle de la chaussure qui a effectivement foulé le sol à cet endroit-là. Donc un indice peut aussi avoir une dimension iconique. C'est le cas des photographies. Les photographies sont des indices à caractère, à dimension iconique si on veut, où ils associent les modes de signification de l'icône et de l'indice. Hein, ce ne sont pas de pures icônes, hein, parce qu'une photographie n'est pas juste un croquis ou une esquisse d'un portrait, c'est bien plus que ça, c'est une trace d'une situation qui a réellement existé et dont il nous reste justement ce signe qui est cette photographie comme empreinte visuelle d'une situation. C'est l'équivalent finalement de la trace de pas. On a une situation qui se trouve imprimée sur du papier. Et le fait qu'une situation réelle qui s'est réellement déroulée se trouve imprimée sur le papier, ça en fait son caractère d'indice. Par ailleurs, évidemment, la photographie la photographie de ma maman partageant les formes et les qualités du visage de ma maman, elle renvoie vers ma maman aussi de manière, si on veut, iconique, par copie. C'est une copie du visage de ma maman. Et puis on va avoir toute une série d'indices qui vont fonctionner dans le langage, ou une série de termes indexicaux. Des mots indexicaux sont des mots qui fonctionnent comme des indices, un peu comme tout à l'heure, les onomatopées étaient des mots qui fonctionnaient comme des icônes, qui renvoyaient de manière iconique vers des sons. D'accord? Les termes indexicaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être des termes comme, par exemple, je, ici, maintenant, sont des indexicaux de personnes, de lieux et de temps. Si je dis je ou si vous dites je, la référence du je change et la signification change. Ici est un terme indexical de lieu, puisque évidemment, selon que je sois assis sur ma chaise dans cette pièce-ci ou à l'autre bout de mon appartement, lorsque je dirai ici, évidemment, je renverrai vers des points dans l'espace différents. Cette variation des rapports de contiguïté entre le signe et sa référence nous montre bien en quoi il est indexical. C'est la même chose évidemment avec des indices de temps. Hein. Si je dis maintenant et si quelques secondes plus tard je dis maintenant, eh bien j'ai bien un même signe, le signe maintenant, mais dont la référence a changé à partir du moment où elle est indexée sur d'autres points dans le temps. Enfin, évidemment, il y a le symbole, qui est un signe qui renvoie à son objet en vertu d'une convention, d'une loi, d'une habitude. Hein, on a pris l'habitude
culturel que la religion chrétienne soit représentée par une croix, par exemple, ou évidemment l'ensemble des mots du dictionnaire sont des symboles au sens où euh, le fait que, par exemple, le mot chaise renvoie à l'objet matériel fait de bois sur lequel on s'assoit, c'est une convention, c'est une pure convention qui veut qu'on dise chaise plutôt que schmurf. On voit ici en fait comment les trois catégories dont on a parlé tout à l'heure, priméité, secondéité, tiercéité, firstness, secondness, thirdness, s'appliquent à la relation du signe à son objet, hein, puisque évidemment, vous l'aurez sans doute compris, l'icône est un signe qui est marqué par la priméité, l'indice est un signe qui est marqué par la secondéité, et le symbole est un signe de tiercéité. D'accord? L'icône est un signe qui renvoie vers son objet en vertu d'une pure qualité qu'il partage avec son objet. Vous vous rappelez que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la priméité, on parlait justement de ce rapport au monde qui se faisait sur le mode d'une pure qualité. L'indice est un signe qui renvoie vers son objet en vertu d'une relation concrète entre le signe et l'objet. Hein. La secondéité est justement le rapport au monde marqué par les relations concrètes. Et enfin, le symbole est un signe qui renvoie vers son objet en vertu d'une convention, d'une loi, hein, et donc c'est bien le propre de la tiercéité que de marquer un rapport au monde qui est médiatisé par des conventions, par des règles, par des lois. Voilà, c'était simplement montrer comment en fait cette triade du rapport entre le signe et son objet est construite à partir des catégories fondamentales de priméité, secondéité et tiercéité, et ça va être le cas pour toutes les triades en fait développées par Peirce, qu'elles concernent un segment de la constitution du signe, qu'elles concernent plutôt le représentamen, plutôt l'objet, plutôt l'interprétant, plutôt les relations entre les uns et les autres, et bien à chaque fois ces triades vont présenter une première dimension qui est celle de la pure qualité, une deuxième dimension qui est celle de la connexion réelle, et une troisième dimension qui est celle de la généralité et de la convention. Alors ici, il faut bien faire attention au fait que lorsqu'on parle du rapport du signe à son objet comme pouvant être iconique, indiciel ou symbolique, on va parler d'un certain aspect du signe. Les signes auxquels on peut prêter attention peuvent être à la fois iconiques et indiciels, peuvent être à la fois indiciels et symboliques, par exemple. D'accord? Souvent, ça va être le cas. On va avoir des signes qui vont avoir qui vont combiner plusieurs modes de renvoi vers leur objet. Et ce qui va nous intéresser particulièrement lorsqu'on mène des analyses, c'est parfois repérer l'aspect dominant, le rôle sémiotique dominant dans un signe qui va faire qu'on va plutôt le voir comme un symbole, comme un indice ou comme une icône. Mais à côté de cela, il faut bien se dire que ces différents aspects peuvent être présents dans un même signe. On a parlé tout à l'heure de la trace de pas. Hein. La trace de pas est un indice que quelqu'un est bien passé par là, que quelqu'un a bien laissé une trace avec sa chaussure, mais c'est aussi une icône puisque la trace du pas a la qualité, si on veut, de la chaussure, évidemment. On peut trouver des termes qui sont à la fois symboliques et indiciels. Hein. Par exemple, le mot maintenant est un symbole au sens où il s'agit d'un mot, et comme tous les symboles, comme tous les mots, ils ont une dimension symbolique. Il y a une convention un peu arbitraire qui veut qu'on dit maintenant, maintenant, d'accord? Donc maintenant est un symbole, mais maintenant est aussi un indice à partir du moment où je le mobilise pour marquer un certain moment dans le temps, un certain moment qui ne cesse évidemment de changer. Un indice peut aussi avoir une dimension symbolique. On peut, comment dire, suivre un panneau de signalisation qui nous impose de tourner à droite. Eh bien, c'est à la fois un indice, mais c'est aussi un symbole, puisqu'il s'agit ici d'un panneau officiel, conventionnel, que tout le monde va lire et suivre de la même façon. Enfin, un signe peut être à la fois iconique, indiciel et symbolique. Là, je vous donne un exemple. Ce signe homme sur la porte des toilettes, eh bien, à la fois, il a une dimension iconique, puisqu'il représente
grossièrement ce qui fait la physionomie d'un homme par rapport à une femme, et donc cette ressemblance entre le dessin et le genre masculin fonctionne sur le plan iconique, mais c'est aussi un symbole, puisque de nouveau il s'agit d'un signe conventionnel qu'on va retrouver grosso modo sur toutes les toilettes du monde, et en même temps, c'est un indice puisque le petit panneau homme doit être bien posé sur la bonne porte des bonnes toilettes pour fonctionner et pour indiquer correctement les toilettes des hommes. Il y a vraiment une nécessité que le signe entretienne une contiguïté réelle et une connexion réelle avec la bonne porte pour qu'il fonctionne de manière correcte comme un indice. D'accord? Donc on a finalement ces différents aspects sémiotiques qu'on va pouvoir relever sur le même signe. Alors un exemple probablement un peu plus sociologique, c'est la question de la représentation politique. Une question qui a été travaillée dans un ouvrage classique de Hannah Pitkin en 1967, The Concept of Representation, et les différentes formes de représentation politique qui ont pu être envisagées par Hannah Pitkin ont été interprétées sur un mode sémiotique par une chercheuse qui s'appelle Cécile Cuny. On peut relire les différents concepts de représentation politique d'Hannah Pitkin en des termes sémiotiques, en comprenant une forme de représentation politique symbolique, une forme de représentation politique iconique, et une troisième forme de représentation politique indiciaire. Alors la représentation politique symbolique, on va la retrouver à partir du moment où le représentant de la population est constitué comme tel en vertu d'une règle, d'une loi. Par exemple, le système électoral veut que ceux qui obtiennent la majorité des votes soient constitués comme nos représentants. Et donc cette procédure, cette règle et cette loi constituent symboliquement et de manière conventionnelle le représentant en tant que tel. Une représentation politique va fonctionner sur un mode iconique à partir du moment où le représentant ressemble à la population qu'il représente, à partir du moment où il partage des qualités notables et visibles avec la population qu'il représente. Donc ici, la représentation ne va pas se faire par la médiation d'une loi ou d'une règle, mais de manière plus directe, par le partage d'une qualité, par une ressemblance qui est établie entre le représentant et le représenté. Par exemple, le partage de la même couleur de peau. Hein, cette idée de la représentation iconique qui veut que un noir pourra reprocher à un représentant blanc dans une ville ou dans un quartier à forte population noire, pourra lui reprocher de ne pas représenter la population précisément parce qu'il ne le fait pas, notamment sur ce mode iconique, il ne partage pas cette qualité visible. Alors une troisième modalité de la représentation politique serait une représentation politique d'ordre indiciaire par lequel en fait la personne représenterait la population ou le représentant représenterait le représenté par l'établissement d'une connexion réelle, qui est le propre de l'indice, par l'existence d'une connexion réelle entre le représentant et le représenté, c'est-à-dire par le fait qu'il ait rencontré des expériences similaires aux expériences de ses représentés, qu'il ait développé une expérience de terrain, qu'il ait réellement évolué parmi la population qu'il représente, qu'il ait établi de nouveau une forte contiguïté, une connexion réelle avec l'objet de la représentation. D'accord? Donc on retrouve la théorie de l'indice dans cette idée de représentation indiciaire. On va aborder une autre triade, celle qui associe le signe à l'interprétant, ou celle par laquelle un signe va produire un interprétant. Alors, cette relation, Peirce l'envisage sur trois modes différents, de la même manière qu'il a établi trois modes par lesquels un signe peut renvoyer vers l'objet, eh bien, il va penser trois façons par lesquelles un signe va produire un interprétant. Alors, ces trois modes, il les appelle le rème, le dissisigne et l'argument. Et de nouveau, ça va être trois modalités qui vont être constituées par les trois catégories fondamentales de Peirce. Donc on va avoir un premier rapport entre le signe et son interprétant qui va
être de l'ordre d'une simple qualité, un deuxième rapport qui va être caractérisé par une relation concrète, et un troisième rapport qui va être constitué par une règle ou une loi. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un rème? Un rème, c'est la façon la plus élémentaire par laquelle un signe crée un interprétant. Un rème est un signe qui produit un interprétant qui est simplement possible, qui est éventuel. On a une sous-détermination de la signification dans le cas du rème, où on a un signe qui en fait produit une signification possible, mais certainement pas nécessaire, certainement pas la seule signification envisageable. Qu'est-ce qu'un mode de signification rématique? Qu'est-ce qu'un rème? Eh bien, c'est par exemple le babillage du petit enfant. Hein. Lorsque ma petite fille avait 1 an ou 2 et qu'elle venait gazouiller dans mes oreilles, eh bien, je pouvais voir dans ces signes un sens possible. Je pouvais, comment dire, si j'entendais baboubu, je pouvais, pourquoi pas, comprendre tatoubu. D'accord? Mais ce n'était qu'une éventualité, qu'une possibilité. Et bien là, on a un exemple de rème, c'est-à-dire on a un signe qui suggère une interprétation possible. D'accord? C'est la forme la plus ambiguë, la plus sous-déterminée de la signification. C'est le rème. Autre exemple de rème, on peut évidemment penser à toute une série de signes dont la signification est sous-déterminée, comme évidemment des vers de poésie qui peuvent être interprétés de toute une série de façons possibles, ou évidemment de la musique, une musique va aussi pouvoir provoquer des interprétants, des interprétations, mais qui ne sont que des possibilités, des éventualités, et qui vont pouvoir varier d'une personne à l'autre de manière phénoménale. À côté de ça, on a un second mode, hein, qui est aussi empreint du coup de la catégorie de la secondéité, et qui est celui du dissisigne. Alors le dissisigne, c'est quoi? C'est un signe qui dit son interprétation, qui dit comment il doit être interprété. Donc là, on a déjà un signe plus déterminé, on va dire, que le rème, puisque le rème ne faisait qu'évoquer une possibilité. Eh bien, le dissisigne nous indique comment il doit être interprété. Ce qui ne veut pas dire qu'il crée une interprétation nécessaire. Je vous donne un exemple. Lorsque je vous heurte sans faire exprès dans le métro et que je vous dis désolé, eh bien, le fait que je vous dise désolé, c'est un dissisigne au sens où ça vous indique que mon terme doit être interprété tel que je suis désolé. Mais évidemment, je peux dire désolé par réflexe sans, comment dire, me sentir profondément désolé de vous avoir tout petit peu bousculé, d'accord? Donc, cette réaction conventionnelle que j'ai de dire désolé, eh bien, elle vous indique de lire mes termes comme le fait que je suis réellement désolé, mais vous pouvez très bien croire que ce n'est pas le cas, d'accord? Donc un dissisigne, c'est un signe qui dit son interprétation, qui dit comment elle doit être interprétée. La plupart de nos actes de langage ont un caractère auto-interprétable, c'est-à-dire que ils disent comment ils doivent être interprétés. Un autre exemple de dissisigne, ça peut être par exemple la légende d'un tableau dans un musée. Vous avez, je ne sais pas moi, un tableau, et puis la légende annonce qu'il s'agit de Napoléon, d'accord? Se trouve collé en bas du tableau le nom Napoléon. Eh bien, là, c'est un dissisigne au sens où c'est un signe qui vous dit comment il doit être interprété. Il vous indique bien qu'il s'agit de Napoléon, et vous êtes invité à vous fier finalement à ce qui est dit, à ce qui est indiqué. Mais évidemment, il n'y a rien de nécessaire non plus dans cette interprétation. Il n'y a rien qui empêche de penser que on s'est trompé en collant la mauvaise légende sous le tableau. Donc on a interverti de légende comme on aurait pu intervertir les signes de toilette hommes et femmes dans l'exemple de tout à l'heure, d'accord? On a un troisième type de rapport entre le signe et l'interprétant qui est l'argument. Et un argument, c'est un signe qui détermine son interprétation. Donc là où le rème était sous-déterminé, ne déterminait rien, ne faisait que suggérer des interprétations éventuelles, là où le dissisigne indiquait son interprétation, eh bien, l'argument pèse lourdement sur son interprétation et l'argument oblige à une certaine interprétation.
Un exemple, ça peut être une démonstration ou un théorème mathématique. Eh bien, la démonstration logique ou le théorème mathématique vous amène progressivement à accepter la conclusion. Hein, il y a une certaine nécessité au fait de l'interpréter de cette manière. Mais au-delà d'arguments qui sont communiqués dans le langage formel, on se souvient de ce qu'on avait mentionné dans le premier cours, hein, la possibilité qu'il existe aussi des arguments corporels, hein, comme ceux qui étaient liés aux palpations du chirurgien esthétique sur la patiente et qui semblaient, hein, prouver par le geste qu'il s'agissait d'intervenir sur la zone en question, hein, par le fait de venir palper la zone disgracieuse, et bien en quelque sorte on prouvait la nécessité de réaliser l'opération. Alors pour finir, nous allons nous intéresser rapidement à l'interprétant. Donc l'interprétant, je vous rappelle, c'est l'effet réel qui va être provoqué par un signe. Ce sont les conséquences en fait du signe. Et ces interprétants, Peirce va en proposer au moins 2 triades. Je dis au moins parce que je ne suis plus tout à fait sûr, étant donné qu'il a multiplié les triades. Je sais qu'il a proposé au moins 2 triades de l'interprétant, de façon différente de faire varier l'interprétant 3 fois. Alors la première triade d'interprétants va distinguer ce que Peirce appelle un interprétant émotionnel, un interprétant énergétique et un interprétant logique. Alors l'interprétant émotionnel, c'est tout simplement quand le signe produit un affect ou un sentiment. L'interprétant énergétique, c'est se produit lorsque le signe produit une action, une réaction pratique. Troisièmement, un interprétant est dit logique lorsque le signe produit un effet logique via la pensée et le langage. Donc dans le premier cas, celui de l'interprétant émotionnel, le signe produit un affect ou un sentiment. Ça peut être le cas, évidemment, on parlait de la musique, et bien évidemment, la musique va pouvoir produire des interprétants émotionnels, hein, ce sera même souvent le cas, c'est même pour ça qu'on la recherche, mais la musique va aussi pouvoir produire des interprétants énergétiques. Hein, elle va pouvoir nous mettre la pêche, par exemple, ou elle va pouvoir nous placer dans une espèce de cadence. Hein. Lorsque vous écoutez du hip-hop ou des beats de rap, et bien voilà, le beat, c'est quoi? C'est justement, c'est une pulsation, c'est quelque chose qui est répétitif, mais qui est entraînant et qui vous place sur une certaine cadence. On a ici la possibilité pour la musique de produire un interprétant énergétique, ou au contraire, vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, écouter des musiques contemplatives ou même hyper mélancoliques, voire dépressives, et qui vont vous plonger dans un état énergétique extrêmement atténué, et c'est peut-être pour ça même que vous allez chercher à les écouter. Mais la musique, il ne faut pas nécessairement la cantonner, si on veut, à ses niveaux d'interprétants les plus bas. La musique, ça ne va pas seulement produire des interprétants émotionnels ni des interprétants énergétiques, ça va pouvoir aussi, évidemment, produire des interprétants logiques. Imaginez la façon dont des critiques de musique, par exemple, vont aborder une œuvre ou écouter un morceau, et bien directement il leur vient toute une série d'arguments et toute une série de commentaires et de propos qu'ils vont vouloir faire ou partager sur Internet avec d'autres, etc. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que un certain type de signe ou un certain médium ne doit pas être condamné, si on veut, à produire un certain type d'interprétant. Hein, par exemple, la musique qui vraisemblablement produit des interprétants, on va dire, plutôt sous-déterminés, qui ne seraient que possibles ou éventuels, eh bien, elle va pouvoir aussi, dans certains cas, euh, générer des interprétants plus élaborés et qui se dirigeront davantage vers la pensée et vers le langage. Voire éventuellement vers des langages extrêmement formalisés. Si vous êtes musicologue ou si vous interprétez ou suivez de très près les mesures d'une musique extrêmement complexe, eh bien, on est bien loin de simples interprétations émotionnelles et énergétiques. Hein. Vous êtes dans la reconstruction logique de ce qui est en train de se jouer pour vous.
Alors, de la même manière, on va pouvoir avoir des signes qui vont paraître extrêmement formalisés ou extrêmement complexes et qui vont pouvoir, pourquoi pas, produire des interprétants d'un niveau très bas. Hein, donc, imaginons, je ne sais pas, et je ne m'y connais pas du tout, mais imaginons une démonstration mathématique extrêmement complexe, originale et innovante, pour ceux qui les comprennent évidemment. Eh bien, évidemment, euh, une telle démonstration va pouvoir provoquer un interprétant logique. C'est celui auquel on pense immédiatement, puisqu'il va falloir évidemment suivre ce langage de manière très attentive et très experte pour pouvoir arriver au bout de la démonstration. Mais en même temps, cette démonstration mathématique va aussi, pourquoi pas, produire euh, un interprétant énergétique, au sens où elle va produire une action, une réaction pratique. Par exemple, elle va pouvoir s'avérer extrêmement stimulante, elle va pouvoir, comment dire, enthousiasmer la personne qui la découvre et, comment dire, alimenter un élan à continuer, un conatus, comme on dit aussi. Et elle va être énergisante, si vous voulez, par son originalité, par la façon qu'elle a d'innover sur ce qui avait été établi en mathématiques jusqu'ici. Et enfin, on peut aussi imaginer qu'un discours aussi complexe qu'une démonstration mathématique puisse produire un interprétant émotionnel. Hein. Je pense que c'est Peirce lui-même qui parlait justement de l'émotion qu'il ressentait à la découverte d'une démonstration mathématique. D'accord? Donc on a ici en fait des situations dans lesquelles euh, des signes a priori plutôt simples vont pouvoir, pourquoi pas, produire des interprétants très élaborés, et inversement, la façon dont des signes qui renvoient vers leur objet de façon extrêmement complexe vont pouvoir, eux, au final, produire des interprétants d'un niveau, si on veut, assez bas. En tout cas, des interprétants de type affectif ou émotionnel. La deuxième triade de l'interprétant, elle ne va pas, comme la première, distinguer des interprétants de nature différente ou qui seraient plus ou moins élaborés en fonction de leur nature, émotionnelle, énergétique ou logique. Elle va plutôt s'intéresser aux phases de l'interprétation et à la façon dont finalement on peut envisager des interprétants successifs. Puisque finalement Peirce va penser les processus de signification, ou ce qu'il appelle la sémiose, comme une chaîne interprétative dans laquelle on n'aurait pas un seul signe qui donne lieu à un seul interprétant, mais un signe qui produit un interprétant. Cet interprétant va lui-même constituer un signe qui va lui-même produire un interprétant, qui va lui-même constituer un signe, qui va lui-même produire un interprétant, etc., 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 ad infinitum. Hein, c'est la question de la spirale de l'interprétation, ou la possibilité, si vous voulez, qu'une interprétation ne s'arrête jamais, ou ne parvienne pas à se clore. Je vous avais dit, je pense, dans un autre cours, que c'était le problème du paranoïaque, notamment, que de ne pas arriver à arrêter ses enquêtes ou à clore ses interprétations. L'interprétant immédiat, c'est le signe tel qu'il peut être interprété de manière littérale. L'interprétant dynamique, c'est le signe tel qu'il est interprété effectivement. L'interprétant final, c'est le signe tel qu'il pourrait être interprété ultimement. Je vais donner des exemples de cela. Un exemple en particulier, puisqu'on va devoir conclure ce cours déjà fort long. Et je vais devoir me cantonner à un exemple tout simple donné par Peirce lorsqu'il parle d'une situation où sa femme lui pose la question: quel temps fait-il? Alors, devant cette question, quel temps fait-il, Peirce va donner l'exemple de ce que pourrait être l'interprétant immédiat, l'interprétant dynamique et l'interprétant final. L'interprétant immédiat, c'est simplement l'interprétation littérale de ce qui est demandé par la femme, c'est-à-dire une question intelligible au niveau de la météo et du temps qu'il fait dehors. Peirce, s'il s'en était tenu à l'interprétant immédiat, pourrait simplement répondre à sa femme: je ne sais pas le temps qu'il fait, puisqu'ils sont tous les deux dans le salon, qu'il ne voit pas le temps qu'il fait dehors, qu'il n'est pas au courant
du bulletin météo de la journée et que, comme elle, il est dans l'ignorance sur ces questions, il pourrait tout simplement lui dire je ne sais pas, chérie. Évidemment, c'est pas ce qu'il fait, Peirce, puisque la question de sa femme, quel temps fait-il, va provoquer chez lui un interprétant dynamique, en l'occurrence énergétique, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Il va se lever, en bon mari, il va se lever, il va aller voir à la fenêtre le temps qu'il fait. À la fenêtre, il voit que le ciel est nuageux, et donc il répond à sa femme, le ciel est couvert. Ce à quoi sa femme répondrait, c'est dommage, je pensais aller faire une promenade cet après-midi avec toi. Ce à quoi il répondrait, mais tu sais, il ne pleut pas, le ciel est juste nuageux. Ce à quoi elle répondrait ultimement, tant pis, nous irons nous promener demain. En fait, tant pis, nous irons nous promener demain représente, dans les termes de Peirce ici, l'interprétant final de la question quel temps fait-il? D'accord? Donc on a une conclusion, si vous voulez, dans cet interprétant qui clôt provisoirement, on va le voir, le processus de signification initié par cette question. D'accord? Donc on a ici l'interprétant immédiat, le sens littéral de la question, toute une série d'interprétants dynamiques qui vont être ces mouvements et ces faits et gestes et ces échanges qui vont suivre la question pour essayer d'éclaircir ce qu'il y a lieu de faire. Et puis on a un dénouement dans l'abandon du projet d'aller faire une promenade. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait l'interprétant final tel que le présente Peirce, c'est un interprétant qui est toujours susceptible d'être relancé. Il est toujours possible de réouvrir l'interprétation ou de réouvrir l'enquête sur la signification de la question. Hein, provisoirement ici, l'interprétant final, ça a été que le couple, d'après la femme, devait remettre leur promenade au lendemain. Mais imaginons que 20 ans plus tard, Peirce se sépare de sa femme et se remémore cette situation-là. Imaginons que cette situation remémorée par Peirce ait pu se mêler à bien d'autres dans laquelle sa femme a eu tendance à abandonner trop facilement des activités qui auraient pu être agréables. Eh bien, là, on a un exemple dans lequel cette question trouve son interprétant final 20 ans plus tard dans la conclusion qu'en tire Peirce et qui ne concerne plus ici la possibilité ou non d'aller faire une promenade, mais qui concerne une façon d'avoir déterminé la personnalité de sa femme. Donc, nous avons ici une série d'éléments qui ont été développé autour de la sémiotique de Karl Bühler et puis de la sémiotique de Peirce. Alors on est rentré dans des choses évidemment beaucoup plus techniques au niveau du signe et des processus de signification. Évidemment, je ne vous demande pas de tout appliquer, ni même évidemment de tout retenir. J'ai juste essayé de vous intéresser à ce vocabulaire particulier à la fois chez Bühler et chez Peirce de la sémiotique. J'ai conscience aussi que on en est resté à quelque chose de souvent assez abstrait au niveau des concepts et que les quelques applications que j'ai pu suggérer tiennent plutôt à des exemples ad hoc, que les applications sociologiques de tout ça devraient encore apparaître de manière beaucoup plus forte et je me propose de le faire, que ce soit à travers des références bibliographiques que je vous communiquerai ces prochains jours, ou que ce soit à travers une série d'exemples d'analyses ou d'enquêtes sociologiques que je reprendrai lors du prochain cours. Je commencerai le prochain cours en citant une série d'analyses empiriques qui ont emprunté à la sémiotique de Bühler et à la sémiotique de Peirce. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et nous nous retrouvons après les vacances de Pâques. Faites bien attention à vous de nouveau et courage pour cette période un petit peu compliquée. À bientôt!